En manchette ce soir, feu vert pour le tramway. Les décrets sont adoptés sans condition. Après 2 ans de pandémie, le Festival d'été de Québec sort sa programmation tant attendue. Et hausse du nickel dans l'air à Limoilou, les critiques fusent de partout. Votre bulletin de nouvelles commence maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Mina Collin et bienvenue à votre bulletin de 18 h. Mais tout d'abord, nouvelle de dernière heure, une piétonne dans la cinquantaine a été happée par un automobiliste à Saint-Roch. Elle a été transportée à l'hôpital. Olivier, dans quel état repose la victime? Mina, la victime est actuellement dans un état critique et on craint même pour sa vie. Elle a subi des blessures très graves, en particulier à ses jambes, mais aussi à sa tête, qui a frappé le pare-brise du véhicule qui l'a frappé. Le porte-parole du service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec nous a dit que lors de son transport à l'hôpital, elle était consciente et elle respirait. Donc, c'est des bonnes nouvelles de ce côté-là. Le conducteur du véhicule, lui, a aussi été transporté à l'hôpital, mais pour des blessures un peu plus légères. L'incident a eu lieu au coin des rues Saint-Joseph et Monseigneur-Gauvreau. C'était aux alentours de 15h30 cet après-midi. Donc, il y a un large périmètre de sécurité qui a été érigé par la police dans le secteur de Saint-Roch. C'est donc vraiment un endroit à éviter ces temps-ci. Et que savons-nous pour l'instant sur les circonstances exactes de l'incident? Eh bien, les circonstances, elles sont assez floues. Ce qu'on sait pour le moment, il y a des témoins qui ont raconté que le chauffeur a été vu en train d'accélérer sur la rue Saint-Joseph-Est avant de percuter la piétonne. On dit que la piétonne, elle n'avait absolument aucune chance d'éviter le véhicule qui l'a frappée alors qu'elle essayait de traverser la rue. La police est donc actuellement sur les lieux. Elle mène un travail d'enquête afin de tenter d'élucider les mystères autour de ce crime pour comprendre peut-être qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est écartée et aucune arrestation n'a été faite en ce moment. Oui, un dossier qu'on suivra de près. Merci, Olivier. Après plusieurs semaines de discussions sur la place publique, le Conseil des ministres a adopté sans condition les 2 décrets sur le tramway de Québec. Emmanuel, cette décision fait des heureux à l'Hôtel de Ville. Oui, bien évidemment, au premier chef, le maire Bruno Marchand, qui avait multiplié les sorties dans les dernières semaines pour accélérer l'adoption de ce décret. Il s'est dit évidemment heureux, mais ce n'est pas pour lui une victoire personnelle. C'est plutôt une victoire pour les citoyens de Québec, mais aussi pour les générations futures. Bon, alors les décrets, rappelons-le, c'est plutôt une technicalité qui s'est invitée à la une du débat sur le tramway de Québec. Donc, le Conseil des ministres devait adopter ces décrets pour permettre à la Ville d'aller de l'avant avec l'appel d'offres, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Cependant, on s'attendait à ce que le gouvernement émette des conditions, comme on l'avait mentionné au fil des dernières semaines. Il a cependant été adopté avec aucune condition. Après aujourd'hui, donc, la Ville va pouvoir aller en appel de proposition, d'un côté pour les infrastructures du tramway et de l'autre côté pour le matériel roulant. De plus, on a annoncé aujourd'hui une enveloppe de 124 millions de dollars pour les travaux préparatoires du tramway. Oui, mais la question de l'acceptabilité sociale demeure au centre du dossier, selon le gouvernement. Oui, à la fois la ministre Geneviève Guilbeault, responsable de la capitale nationale, et le ministre des Transports, François Bonnardel, ont été plutôt vagues sur leur définition à eux d'acceptabilité sociale. Cependant, le ministre Bonnardel a dit faire confiance au maire Marchand. Et lui, maire Marchand, de son côté, a bien sûr dit qu'il allait continuer le travail pour augmenter l'appui au projet de tramway dans la région. De son côté, une conseillère municipale, Jackie Smith, chef de Transition Québec, a vu dans une assemblée populaire hier soir plus de 500 personnes. Et pour elle, c'est un appui fort au tramway, donc un appui fort à l'acceptabilité sociale du projet. La prochaine étape, c'est le financement fédéral. C'est que Québec veut s'assurer que Ottawa va payer 40 % de la facture du tramway, et ce, peu importe la facture finale qui s'élève aujourd'hui à environ 4 milliards de dollars. Le projet, si tout va bien, devrait être prêt en 2028. Merci, Emmanuel, pour ces détails. Maintenant, dans le secteur Lac-Saint-Charles, une tentative de meurtre est survenue en fin d'après-midi. Un homme de 65 ans a été attaqué à l'arme blanche vers 16 h sur la rue Thibaudeau. L'homme est actuellement à l'hôpital dans un état critique. Les services de police de la Ville de Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de 30 ans. Le suspect a été localisé dans les minutes suivant l'attaque à proximité de la scène de crime. Une enquête est présentement en cours. Le lien entre les 2 individus n'a toujours pas été établi. Maintenant, on parle de grand retour. Grand retour pour le Festival d'été de Québec. Audrey-Anne, la programmation est enfin dévoilée après 2 ans de pandémie. Ce 54e Festival d'été de Québec était très attendu, Mina. D'ailleurs, dans la programmation, on retrouve des artistes comme
Rage Against the Machine, qui, le groupe, n'avait pas été ensemble pour jouer depuis des années. On est donc très content de les avoir au festival. Il y a aussi Maroon 5, qui est tout simplement une surprise. Le festival a aussi réservé 3 jours pour les artistes québécois. Donc, on va pouvoir y voir Loud et Charlotte Cardin, qui, elle, va ouvrir le festival sur les plaines d'Abraham. Oui, et parlant des plaines d'Abraham, Audrey-Anne, il y a eu du changement concernant le site du festival cette année. Exactement. Pour le 2e site, il passe maintenant de la place Georges V au parc de la Francophonie. Donc, sur le parc de la Francophonie, il va y avoir 2 scènes qui vont être établies sur lesquelles les artistes vont pouvoir se présenter en alternance. Parlant de changement, le prix des billets a augmenté de 20 cette année. Mais que voulez-vous, Mina? L'inflation touche tout le monde. Oui. D'ailleurs, un autre changement, cette année, le festival a décidé de durer 12 jours, donc une journée de plus. Le festival va donc commencer le mercredi. Oui, on est bien content de retrouver le FEQ cette année. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Bon, on en parlait hier, le gouvernement Legault maintient le cap sur la hausse de la norme de nickel dans l'air. Cette décision a été prise malgré l'avis défavorable de nombreux citoyens et scientifiques. Cette hausse signifie que le taux maximum permis des émissions de nickel dans l'air sera 5 fois plus grand que la norme actuelle. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, des critiques ont fusé de toutes parts. Québec solidaire a d'ailleurs présenté une motion défaite réclamant l'annulation de cette augmentation du nickel dans l'air. L'administration municipale est particulièrement inquiète par le fait que le changement de norme soit survenu à la demande de minières qui possèdent des installations dans le port de Québec. On le rappelle, cette modification réglementaire sur la hausse du nickel doit entrer en vigueur le 28 avril prochain. En Ukraine maintenant, l'OTAN ne constate aucun signe d'essoufflement du conflit et craint même qu'il s'étire. Les États-Unis ont d'ailleurs imposé de nouvelles sanctions aux 2 filles de Vladimir Poutine et à 2 des plus importantes banques russes. Selon le président américain Joe Biden, ces sanctions supplémentaires annuleraient 15 ans de progrès économique en Russie. Et pendant ce temps, dans l'est de l'Ukraine, on se prépare au pire. Les autorités demandent l'évacuation immédiate des civils en raison des craintes d'une offensive majeure et meurtrière de l'armée russe sur le Donbass. Depuis le début de la guerre, ce sont 4,3 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays pour échapper aux atrocités. Et ce sont loin d'être des situations faciles pour ces réfugiés qui doivent tout quitter et leur état d'esprit peut en être affecté. Nous nous entretenons à ce sujet avec Richard Langlois, écrivain et conférencier qui travaille de près avec la santé mentale. Monsieur Langlois, bonsoir. Bonsoir, Mina. Bon, Monsieur Langlois, vous en parlez ouvertement. Vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie. Et pour vous en sortir, vous avez mentionné l'importance d'être bien entouré. Mais pour ces réfugiés de guerre qui arrivent dans d'autres pays, et même ici au Québec, souvent sans repère ni cercle social, quels sont les moyens à leur disposition pour faire face aux difficultés? Bien, c'est certain que quand on arrive, par exemple, ici au Québec ou ailleurs au Canada, bien, il y a des diasporas un peu partout. Alors, c'est une façon au moins d'accueillir ces personnes-là. Par ailleurs, c'est certain, bon, quand on regarde ce qui se passe, on voit, par exemple, les mères arriver avec les enfants, mais les pères sont demeurés ou les jeunes hommes sont demeurés dans le pays pour faire la guerre avec contre les Russes. Alors, ça crée une situation qui est très, très dure pour, entre autres, les enfants et évidemment les conjoints. C'est comme refaire sa vie. Il faut aussi penser, on a construit des maisons, on a financé des choses, puis tout est anéanti. Alors, c'est quelque chose qui est pas facile. Quand on vient un problème de santé mentale, des fois, ça ressemble un petit peu à ça. Un peu, notre vie devient complètement anéantie. Moi, ça m'est arrivé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se relever, puis éventuellement refaire une vie stable et agréable. Alors, c'est un peu le message que j'ai le goût de lancer. Et parlant de ces réfugiés, bon, le Québec a parlé d'accueillir bon nombre d'entre eux. On parle souvent de les aider de façon matérielle, là, en leur fournissant vêtements, logis, nourriture. Mais qu'est-il possible de faire afin de les aider au niveau émotionnel, ces gens qui quittent tout? Bien, c'est ça. Habituellement, c'est qu'ils vont aller dans des centres pour réfugiés. Puis, il faut voir les services que ces centres-là offrent.
par exemple, des groupes d'entraide, le fait de côtoyer aussi d'autres personnes qui sont passées par des moments difficiles parce qu'il y a d'autres Ukrainiens qui, antérieurement, sont passés par des moments qui n'étaient pas évidents et qui, maintenant, se retrouvent, par exemple, ici à Québec ou ailleurs. En Estrie, par exemple, il y en a beaucoup de personnes, de réfugiés. Donc, il y a des services pour ces gens-là, mais il y a un élément qui est essentiel, c'est qu'il faut prendre le temps. Ouais. Puis, c'est ça, c'est difficile, c'est comme ça. Il faut se mettre un peu à leur place. Et puis, on n'a pas le choix. Là. Quand on vit des moments terribles de cette façon-là, seul le temps peut guérir les plaies, je ne peux pas dire d'autre chose. Bien entendu. Et pour terminer, votre dernier livre intitulé Sur le sentier étoilé est axé sur l'espoir et la résilience. Quels conseils donneriez-vous aux réfugiés pour arriver à passer à travers ces temps difficiles? Bien, écoute, je pense qu'il faut se soutenir entre réfugiés et aussi, à quelque part, se sentir accueilli par la communauté. Alors, ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont prêts à faire le bout de chemin pour ces réfugiés-là. Donc, c'est de sentir l'humain, sentir l'amour qui est autour de nous. Oui, bien sûr. Bon, c'était Richard Langlois, écrivain et conférencier. Merci beaucoup, Monsieur Langlois. Ça me fait plaisir. Et maintenant, à la météo, Adriane, le beau temps tarde à arriver. Tout à fait, Mina. Il va falloir garder manteau et parapluie près de soi parce qu'on va voir un peu de tout cette semaine. Si on regarde ce soir, on devrait avoir dans tous les secteurs, ça va être très nuageux. Il devrait y avoir de la pluie, de la neige. Ça va alterner, on va voir de tout. Demain, ça va être la même chose, une autre journée nuageuse dans laquelle il va y avoir des alternances neige-pluie, sauf du côté de Baie-Saint-Paul où ça va vraiment être que de la neige. Les températures vont varier entre 0 et 3 degrés pour demain. Pour vendredi, ça devrait être une autre journée nuageuse, alternance pluie-neige avec une température d'environ 3 degrés. Pour la fin de semaine, Mina, le beau temps revient, du moins le soleil, puisque ça va être une journée alternance soleil-nuage avec des températures de 6 à 7 degrés pour la fin de semaine. Bon, on va attendre ce beau temps avec impatience. Merci, Audrey-Anne. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles de 18h. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que demain, dès 15h30, nous vous présenterons une émission spéciale sur le budget fédéral. Bonsoir.